Hello. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci beaucoup Fatou. Je suis super contente de t'avoir à nouveau cette semaine dans ces lives Chimins Business. Je vois qu'on est rejoint sur le Zoom par Hadija, Mamdiara, Rama, Babette, Awa, Nefertitus, etc. Donc, je rappelle que aussi ce live est, cette masterclass est diffusée en direct sur Facebook, sur la page de SEO, Smart Ecosystem for Women, et aussi sur la page de Fatou, Fatou Jupiter Active. Donc, sur Facebook. Donc, n'hésitez pas aussi à le partager à vos réseaux sur Facebook pour une très, très large diffusion. Donc, comme je disais, on est dans ce programme Chimins Business. Donc, si vous avez un peu suivi récemment les activités, c'est un programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs. C'est un programme de formation pour une meilleure maîtrise des compétences digitales, notamment les réseaux sociaux, pour booster en tout cas leur business et leur activité. Donc, je vous invite aujourd'hui, pendant ce live, à poster vos questions aussi bien sur Facebook que dans ce Zoom, en fait, dans les sections Q&A ou en commentaire. Comme ça, on reviendra dessus avec Fatou à la fin ou pendant la discussion. Donc, exactement. Voilà, Fatou, j'avais envie, après, en fait, la session de formation, qu'on parle un peu plus d'industrie, parce qu'on a parlé de formation, de réseau social, etc. Tu nous as accompagnés sur une session où on a parlé d'Instagram. Alors, avant d'aller un peu plus sur le vif du sujet, puisque en fait, on parle culture aujourd'hui et digital, je vais te poser quelques questions en guise de présentation, en mode portrait chinois. Avec plaisir. Voilà, jouer le jeu. OK? Avec plaisir. Alors, je vais te demander si tu étais un film, quel film ce serait? Si j'étais un film, j'hésiterais entre Guelwaar et Tableau Ferraille, mais je dirais Guelwaar. Guelwaar. Et pourquoi? Il y a une raison? Pourquoi tu hésites entre ces deux-là? Ça résume en fait tout ce en quoi je crois. En cette Afrique forte, capable, en cette Afrique qui a besoin de rupture, ça montre aussi certaines tares de la société. Sans avoir un aspect larmoyant, parce que je pense que voilà, à partir du moment où on voit qu'une situation est compliquée, il faut juste passer à l'action. Et c'est un film dont on ne sort pas indemne. On en sort en prenant des résolutions qu'on suit ou pas. Mais vraiment, c'est un film qui booste, quoi. Moi, je l'ai regardé, je ne sais pas combien de fois dans ma vie, et je l'adore. Et ça te fait du bien. Ça donne de la force, de l'énergie. Je vais te demander ensuite si tu étais une série télé. Si j'étais une série télé, en ce moment, je dirais Empire. Ça fait plusieurs années que je suis. J'ai eu beaucoup de préférences, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Empire. Pourquoi tu aimes Empire? C'est l'intrigue, c'est vraiment le... C'est quoi? C'est le suspense? C'est toujours plein de surprises, mais au fond, en fait, et c'est aussi une des valeurs auxquelles je crois, c'est que la famille, c'est plus important que tout. Quelles que soient les divisions, quels que soient les problèmes, quelle que soit l'adversité, la famille reste la famille, quoi. On revient toujours à la famille, on retombe toujours sur ses pattes, comme on dit. Alors, super. Et la dernière question, ça va être si tu étais une musique, enfin, un son, voilà, d'un artiste, ce serait quoi? Fais attention parce que en fonction de ce que tu dis, je vais mettre la musique et tu vas devoir danser. Je n'étais pas prévenue. Alors, sans hésiter, je dirais, je serais plutôt une musique de chez ma maman en Côte d'Ivoire, coupé décalé. Mais quoi coupé décalé? Comment?
Quel vin? On a besoin d'idées, quoi. C'est Coupé, décalé, bah, Arafat, The King. bah, le King Arafat, ndeysaan. Écoute, Ouais. super. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu sur cette introduction. Je rappelle que tu es, tu es femme de culture, tu es businesswoman, tu es actrice, tu gères aussi une agence de com et tu fais pas mal d'événements en fait autour de la culture. Donc, j'avais envie d'échanger avec toi sur le rapport qu'on a avec le digital dans cette industrie-là. Et tu le sais très bien comme moi, en fait, enfin, la culture, c'est vraiment un des secteurs majoritairement sinistrés. On parle du tourisme, on parle de la restauration. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de la culture. On a des artistes qui sont dans des situations extrêmement précaires actuellement, compliquées. Le monde de la culture, du spectacle, de l'événementiel est complètement sinistré. Et je voulais qu'on revienne dessus. Et j'aimerais savoir, toi, à ton niveau, comment tu as vécu justement cette crise du Covid, où en janvier, on était plein de résolutions, on planifiait énormément de choses. Et L'année 20 sur 20. j'imagine une femme comme toi, tu avais déjà un planning avec énormément de choses à faire cette année. Comment tu as vécu en fait l'arrivée de ce fléau mondial au sein de ton activité? Alors, je pense que, comme un peu tout le monde, je ne mesurais pas vraiment la portée. Au pire, on se disait que ça durait un mois. Et tout ce qui s'en est suivi, notamment le confinement, l'interdiction d'organiser des événements et tout ça, c'est tombé en plein dans la préparation de la deuxième édition d'un événement que j'ai mis en place avec l'association Cinéma 221, donc Teranga Movies Awards, qui devait se tenir au mois d'avril à Dakar. Et du jour au lendemain, ben, c'était plus possible, quoi. On pensait juste à être en sécurité, à survivre, à essayer de ne pas être emporté par la tempête. Et j'avoue que ça a été une période assez compliquée. D'une façon personnelle, quand même, ça n'a pas été que négatif parce que j'ai pu me rendre compte que, par exemple, je manquais de sommeil, mais affreusement. Il y a beaucoup de gens qui ont rattrapé leur sommeil pendant cette période-là. Voilà, donc j'ai dormi 3 jours d'affilée, je pense, quand on a annoncé le confinement. Déjà parce que peut-être la pression retombait. Oui. D'une façon générale, bon, on s'est dit d'accord, confinement, ok, ça va durer un mois, quelques semaines, etc. Et bah, au fur et à mesure, on voit que ça ne s'arrête pas. Donc, ça veut dire que les rassemblements sont interdits, on ne peut pas tourner, on ne peut pas imaginer un tournage, etc. Bien qu'il y en a eu qui se sont faits. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est assez précaire, on va dire. Par exemple, on a eu un tournage qui était prévu il y a un mois maintenant et qui a été annulé la veille parce que le réalisateur a eu son épouse qui a été testée positive au corona. OK. Donc, ce qui fait que déjà, nous qui étions autour, en contact avec lui, on était potentiellement des cas contacts. C'était pas possible de venir faire un tournage parce qu'il y avait toute l'équipe qui avait été avec lui toute la semaine, donc risqué. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment fragile devant cette pandémie. On ne sait pas du tout où ça va, comment on peut être touché. Ça peut venir de n'importe quoi, en fait. Ça peut venir de n'importe où. Et notamment, en fait, comme tu dis, dans vos activités où il y a énormément de contacts, en fait, vous êtes des équipes, des fois de grosses équipes sur les productions et les tournages. C'est quasi impossible, en fait, d'éviter les contacts. Voilà. Soit on se dit, bon, Inch'Allah, et puis on verra, ou en fait, non, mais voilà, où on annule parce que c'est pas possible. C'est pas comme dire aux gens quand ils vont faire leurs courses qu'il faut garder 1 mètre de distance, une scène qui doit se tourner et on reçoit les gens. C'est pas possible. Donc, j'en viens aussi à l'impact que tu penses que ça a pu avoir sur le secteur de l'audiovisuel et de la culture. Pour toi, aujourd'hui, quelle analyse tu fais en fait de cet impact-là sur le secteur de manière générale? Alors, moi, j'ai 2 analyses par rapport à ça. Du point de vue revenu direct,
Je pense que ça a été une catastrophe et ça continue à l'être, surtout pour les maisons de production et même au-delà, tous ceux qui font des films institutionnels, tous ceux qui organisent des événements, tous ceux qui gravitent autour de ça. Ça a été l'arrêt brusque d'entrée d'argent. Ça, c'est clair. Après, ce confinement nous a montré que les gens ont consommé, mais en masse, des films, des séries. Donc, ça veut dire aussi que produire, emmagasiner, on a pu voir en fait d'autres choses possibles. Donc, je pense qu'au sortir de ça, s'en sortir indemne, c'est déjà le premier objectif. Mais au sortir de ça, ça va donner aussi des idées d'organisation du travail parce que on avait ici en tout cas beaucoup tendance à tourner au jour le jour, à ne pas avoir des stocks, voilà. Et donc, je pense que tout ce qui est plateforme digitale, elles ont explosé. Netflix, par exemple, beaucoup ont pu découvrir Netflix, se rendre compte que c'est pas si cher que ça, et que voilà quoi, c'est. Quand ils ont converti, ils se sont rendus compte que c'était 6 000 francs, ils se sont dit bon, quand même, c'est pas cher. Franchement, on peut se permettre, on peut partager. Je vois plein de gens qui partagent un compte Netflix, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a cette double analyse que je ferai. Après, quand même, le secteur de l'audiovisuel a reçu une subvention de l'ordre de 3 milliards, si je ne me trompe pas. Oui. Qui a été dispatché donc selon l'activité, est-ce qu'on est intermittent ou pas, est-ce qu'on est une structure, etc. Donc ça a pu soulager un peu, mais en fait, on va vers un avenir totalement incertain. Ouais, complètement. Quand on voit, par exemple, qu'en France, le président a appelé, il a prévenu qu'il prendra des décisions difficiles vendredi. Ouais. Là, par exemple, on pouvait s'imaginer que les frontières pourraient être réouvertes, etc. Mais la situation semble dire que non, donc on ne sait pas du coup où on va. Quoi. Et surtout quand c'est un secteur qui est aussi aléatoire que l'art, la création, c'est vraiment... C'est compliqué parce que pour une fois, on est obligé, en fait, on ne peut plus faire certaines planifications, en fait, prévoir, comment dire, des choses sur une année, parce que même déjà, quand la crise a commencé, on pensait qu'en septembre, ça allait être fini. Donc, voilà, là, on voit que sur certains pays où on pensait que c'était fini, il y a des nouveaux pics. Ça recommence. Donc, c'est vraiment quelque chose de compliqué et c'est ça qui me pousse, et je pense à beaucoup de personnes, à se dire, OK, c'est une nouvelle ère, une nouvelle façon, en fait, de faire les choses, une nouvelle façon. En fait, on a vu, moi, ça m'a frappé comme image pendant les grosses périodes de confinement, où même les émissions télévisées, en fait, on filmé les gens utilisaient leur téléphone portable pour voilà, être chez eux, de grands animateurs internationalement connus. On les voyait dans leur salon et le multiplex était techniquement géré par la chaîne de télé, mais les gens ne se déplaçaient pas. Et on a su, en fait, trouver des modèles qu'on pensait impossibles, en fait, impossible de faire. Et tu parlais tout à l'heure de Netflix et j'en viens à ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la question en fait de l'opportunité du digital parce que on le sait, hein, tu sais, le streaming, ça fait des années que ça existe, etc. C'est d'ailleurs le streaming illégal qui a fait, comment dire, qui a été à l'origine de pas mal de réglementations parce que pour aussi sécuriser l'activité de l'industrie, pour pas, enfin, que les gens qui travaillent dans ce secteur puissent vivre de cela correctement. Exactement. Donc, je ne sais pas pour toi aujourd'hui, parce que tu parles de Netflix, c'est quand même une multinationale américaine. Enfin, les grosses plateformes de streaming ne sont pas forcément africaines. Ça ne nous appartient pas. Voilà, nous appartiennent pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que le digital, en se basant justement sur le digital, quel tournant en fait on pourrait prendre, comment dire, comment on pourrait penser un contre-pied, voilà, prendre avec le digital un contre-pied au niveau africain, sénégalais? Mais c'est vraiment créer notre plateforme qui nous ressemble. J'ai pu constater que pendant le confinement, les gens se sont d'abord précipités vers les séries sénégalaises qu'ils n'avaient pas eu le temps de voir. Donc, ça a été l'explosion de YouTube. Voir, même revoir en famille
tout à coup, on me reparlait d'une série que j'ai tournée l'année dernière, il y a 2 ans, je disais, venez découvrir et tout. Et après, tout n'est pas, c'est pas totalement désert. Je pense à un festival comme le Online African Film Festival et Cinewax, donc qui est un festival totalement en ligne et qui propose un catalogue de films africains. Et donc pendant ce confinement, ils ont remis au bout du jour certains films. Donc avec un lien de streaming, les gens ont pu gratuitement voir ou revoir des films africains, etc. Et donc, il y a eu un vrai engouement pour ça. Et on peut se rendre compte que c'est quelque chose de totalement possible parce que le marché est là. Les gens ont de plus en plus envie de regarder un contenu qui leur ressemble. C'est bien Empire, c'est bien Game of Thrones et tout ça, mais voilà quoi. Parlons aussi de Golden, de Maîtresse d'un homme marié, de Infidèle, de Karma. Et ce serait génial de pouvoir d'avoir une plateforme de streaming qui permette de voir et ces séries-là et de voir de nouvelles productions. Donc, je pense que la nature a horreur du vide et je suis sûre qu'il y a d'autres projets comme ça qui sont en cours parce que de toute façon, on va vers ça. On va vers ça, quoi. Le schéma classique où on attend un film, une série devant une télé, ça, il est quasiment mort. Surtout dans nos pays où il n'y a pas de salle de cinéma, où elles sont très, très peu nombreuses. Et le téléphone portable a pris les commandes. Et il faut aller trouver les gens là où ils consomment leurs produits. Oui, tout à fait. Et ça fait partie d'ailleurs dans un des modules de ce programme Chimins Business avec Facebook. En fait, il faut aller chercher les gens là où ils se trouvent. Si les gens passent du temps sur YouTube, il faut les chercher sur YouTube. Si les gens passent du temps en fait sur Facebook, il faut les chercher sur Facebook, Instagram, etc. Donc, je pense qu'il y a en fait tout un travail de reconstruction, en fait, de déconstruction d'abord à faire, de se dire, comme tu dis, en fait, que c'est pas le modèle où, en fait, à une heure fixe, on s'assoit pour regarder quelque chose, etc. Ou à une heure fixe, on va regarder, en fait, une exposition, un vernissage. Non, en fait, ces modèles-là, ils vont complètement changer. Les festivals, on les a vus. Les festivals, il y a beaucoup de festivals qui ont tenté, en tout cas, qui ont essayé de le faire en ligne. Certains ont marché, d'autres pas, mais on voit qu'en fait, c'est possible, en tout cas, si on n'a plus trop le choix, je pense que c'est possible en fait d'instaurer ces modèles. Mais moi, la question que cela me pose aussi, c'est le côté en fait monétisation de ces modèles-là. Quand on connaît déjà nos économies, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Par exemple, il y a, comme tu citais, toutes les grosses séries, Golden, Maîtresse d'un homme marié, machin, qui ont des millions de vues et effectivement qui arrivent à monétiser. Mais quid, en fait, de tout le reste? De toute la masse, en fait, d'artistes qui sont là, les artistes qui étaient dans les cafés, qui chantaient dans les restaurants, enfin, les artistes, les comédiens qui faisaient des pièces de théâtre. Comment tu penses aujourd'hui, si tu avais en fait à créer de manière complètement, comme je dis, Wakanda Est, en fait quelque chose de complètement nouveau, irréel, un modèle, à quoi ça ressemblerait pour toi en fait le futur? Comment on consommerait en fait la culture dans le futur? Pour moi, c'est vraiment, je crois que c'est naturellement aller vers ce mix-là, aller vers le digital à fond, intéresser les gens, se former aussi techniquement pour proposer parce que voilà, il faudra aussi proposer du contenu de qualité, ça c'est clair. Et puis essayer tant que possible de respecter des règles de distanciation. Donc, c'est peut-être faire des événements à plus petite échelle humaine. Et donc, le reste, proposer le reste sur du digital, etc. Hier, je lisais la contribution de quelqu'un qui disait, on a interdit les spectacles dans les cafés et tout ça, mais quand les restaurants continuent d'être fréquentés, on va au restaurant, on met un masque. Et au moment de consommer, on l'enlève d'une façon ou d'une autre. Certains lieux sont pleins de monde, quoi qu'on dise. Donc, il faut aussi imaginer de faire des choses de moindre. Donc, séparer pour moi, surtout tout ce qui concerne les spectacles vivants, scinder la poire en deux. Présenter des spectacles
des sorties de films, etc., avec un nombre physique réduit et proposer à l'autre partie du direct, du streaming, des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment la seule solution. Et puis, comme tu dis, vraiment éduquer, vraiment reconstruire, parce qu'un consommateur, ça s'éduque. Ça s'éduque. C'est pas venu du ciel comme ça que les gens s'abonnent sur Netflix. Il y a eu une tentative, je pense, avec une série sénégalaise, si je ne me trompe pas, Idol. Oui. Je n'ai pas trop compris. Il y a eu un tollé. Après, les gens se plaignaient du prix et tout ça. Et peut-être ça a pu décourager, mais je crois qu'on va forcément vers ça. On va aller forcément vers ça. Et moi, je pense que, comme tu dis, l'éducation en fait du consommateur est très importante. Il faut que le consommateur se rende compte que quand il regarde une vidéo sur YouTube, derrière, en fait, c'est toute une équipe. Qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un paye cette équipe-là. Donc, donc, c'est un business model comme un autre. Donc, soit on achète un abonnement, soit on accepte, par exemple, d'être la cible d'une publicité, etc. Et c'est ça, les business models. Et le total gratuit, le 100% gratuit n'existe pas. Et ça, il faut que les gens soient conscients et sachent que quand ils consomment des contenus sur les réseaux sociaux ou n'importe où ailleurs, c'est parce que derrière, des gens ont produit cela, donc des gens qui ont des familles, qui ont des factures à payer et qui ont besoin... Qui investissent dans un matériel qui coûte cher. Qui est hors de prix pour avoir aujourd'hui des images en 4K, etc. Donc, c'est extrêmement important aussi d'éduquer la population par rapport à cela. Et je pense que, et comme tu disais, le modèle hybride peut être pas mal, c'est-à-dire qu'on peut avoir un côté, on va dire, VIP de personnes qui assistent en vrai, en fait, aux événements avec la distanciation, toutes les mesures. Et ces personnes-là vont payer un ticket beaucoup plus onéreux, en fait. Et je pense aussi, ça peut être intéressant d'avoir des gens qui payent beaucoup plus cher pour avoir le luxe d'être en physique dans un événement et de permettre à des gens qui sont peut-être pas, qui ne peuvent pas y accéder, d'accéder à l'événement avec des tickets qui soient un peu plus, en fait, moins chers. Et je pense que c'est une opportunité aussi de démocratiser beaucoup de choses. Hein. Quand on voit un concert entre 15 000 pour le Sénégalais moyen, voilà. Et des fois, c'est des artistes que le Sénégalais lambda a envie de découvrir, de connaître. Et qu'en fait, en achetant un accès à 1000 francs sur X plateforme, regarder le concert en même temps, en direct, etc. Vraiment, ça peut être intéressant de regarder en fait ces modèles-là. Je dis bonjour aux personnes qui nous suivent sur Facebook. Donc, comment dire, Joe, Jainaba, Jainaba Nula qui nous dit qu'elle est devenue accro à Netflix pendant le confinement. Ça, tu n'es pas la seule. Gabriel, Mort, Jeanne, merci de nous suivre en tout cas sur ce live. Alors, pour continuer justement sur cette problématique, on va dire, économique du secteur, tu parlais tout à l'heure de l'accompagnement de l'État qui a débloqué des fonds, des subventions. Pour toi, est-ce qu'il y a eu un réel impact en fait avec ces subventions-là? Comment tu estimes en tout cas la réaction de l'État aujourd'hui par rapport à la crise dans le secteur culturel? Oui, quand même, hein, parce que quand on reste des longs mois, par exemple avec des employés ou des charges à payer, et qu'on reçoit une subvention, quelle qu'elle soit, donc c'est-à-dire c'est dans l'ordre du don, il n'y a rien à rembourser. Je pense que quel que soit le montant, c'est toujours bon à prendre. Surtout qu'on sait que c'est une industrie toute nouvelle, l'industrie du cinéma ici. Il y a énormément de gens qui sont employés dedans, donc je pense aussi bien aux techniciens que tous ceux qui sont employés de façon, on va dire, indirecte, la restauration, l'hôtellerie, les transports, comment dire, l'hébergement, etc. Donc, c'est plein de secteurs directs et indirects qui ont été sinistrés tout d'un coup. Donc, ça a été quand même, quoi qu'on dise, ça a été une bouffée d'oxygène. Hein? Une bouffée d'oxygène. Donc c'est vraiment à saluer et surtout on se disait même
vu que nous, la culture, c'est considéré comme quelque chose d'assez abstrait par rapport à la santé ou par rapport à l'éducation ou des choses comme ça, on avait peu d'espoir de pouvoir avoir ce retour de l'État. Et donc, ça a déjà été une sorte de reconnaissance de notre statut, du travail qu'on fait quand même, de promotion de la destination Sénégal, de mise en valeur de ce qui nous appartient, de notre patrimoine et tout ça. Donc, oui, hein, franchement, je crois que cette subvention a été bienvenue, vraiment. Non, non, mais c'est sûr qu'en fait, tous les États qui ont compris que soutenir la culture, c'est soutenir aussi le rayonnement national, enfin, ils ont tout compris. Parce qu'effectivement, il y a des questions majeures de santé, d'éducation, etc., de transport, d'infrastructure, ça, c'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, par exemple, tu parlais de la destination Sénégal, il n'y a rien de tel qu'une belle série qui s'exporte à l'étranger pour vendre la destination. Et on le voit, en fait, avec ces 5 dernières années, la qualité, en fait, des séries qui sont produites et qui arrivent maintenant à être vues un peu partout dans le monde. Les gens s'intéressent au Sénégal en disant « Ah, waouh, donc le Sénégal est comme ça, et comme ci, comme ça ». Ce n'est plus, en fait, on a le droit, en fait, de récupérer le narratif qu'on veut faire de notre pays et ne pas laisser peut-être un tour opérateur mettre des palmiers, une plage, machin, etc. et dire c'est ça. Donc ça aussi c'est important. Les États doivent comprendre que ça contribue d'une façon aussi à renforcer le rayonnement de notre pays pour le tourisme et pour plein d'autres raisons aussi. Et des industries comme la mode, parce qu'on voit aussi voilà, on montre aussi le savoir-faire de nos artistes. Oui, ils sont étroitement liés. La mode, le cinéma, c'est deux mondes qui sont totalement liés. Voilà, et donc les gens découvrent comment la Sénégalaise de 2020 aujourd'hui s'habille pour aller travailler, etc. Donc c'est extrêmement voilà, important que l'État prenne conscience en fait de cet impact, de cet enjeu économique-là que l'industrie de la culture peut avoir et qu'elle le soutienne. Maintenant, je pense qu'au-delà de la subvention, parce que la subvention, elle est là juste pour panser une plaie et elle n'est pas là pour soigner en fait la maladie. Donc, si jamais en fait ça perdure, comment tu penses que les conséquences, quelles seront les conséquences pour toi? Ben, écoute, les conséquences vont être terribles hein, parce que derrière, c'est comme je te disais, c'est énormément d'emplois directs et indirects. Et pour moi, l'une des solutions, c'est d'essayer de procéder à une sorte de déconfinement partiel, quoi. Permettre que certaines choses se fassent parce qu'une subvention, ben, ça reste une subvention. L'État, quand des fonds n'étaient pas prévus pour un secteur, ils ne le sont pas. On est un pays pauvre où l'éducation, la santé, les infrastructures sont des priorités absolues de tous les jours. On a pu s'en rendre compte avec les dernières inondations. Et je pense que ce serait dommage de rajouter aussi de la précarité matérielle à ça. Ce serait vraiment dommage parce que surtout, comme c'est une industrie, ça fait 5 bonnes années quand même que les choses progressent, les choses vont de l'avant. Donc, c'est autant de jeunes, de pères de famille, de mères de famille qui étaient employés, qui avaient des salaires fixes. C'est autant de restaurateurs, de traiteurs qui avaient des revenus fixes. C'est autant de personnes qui ont des immeubles à louer, qui avaient des revenus fixes parce qu'une série, un film se tourne là. C'est autant de transporteurs qui avaient des revenus fixes. Avant même de parler des acteurs eux-mêmes, avant de parler des techniciens, caméramans, preneurs de son, voilà, monteurs, etc. C'est aussi l'industrie de la mode qui avait une porte pour se faire connaître, donc qui, à travers ces séries, avait une exposition incroyable et qui lui rapportait également des clients. Donc, ce serait vraiment terrible que tout ce beau monde se retrouve dans des problèmes. Donc, je pense que chercher, le chef de l'État a une phrase, je pense, qui résume la situation, c'est apprendre à vivre avec le virus. Apprendre à vivre, on va dire, de façon réfléchie,
avec Oui. le virus, mais quand même apprendre à vivre avec. Parce que, oui, c'est sûr, parce que sinon, en fait, je pense, comme tu dis, ça va être dramatique et pas seulement, en fait, de manière directe et indirecte. C'est marrant que tu dis ça parce que sur un live précédent avec Calista, elle disait, mais tu sais, en fait, même la vendeuse de cacahuètes qui est à côté du tournage et qui on va ah acheter bah des oui, cacahuètes tous les jours, elle compte sur nous, en fait, pour bien faire sûr. son chiffre d'affaires journalier. Donc ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, tu parlais en fait donc tu parlais de vivre avec le virus. On a une question de Aline Becker, qui demande en fait, est-ce que, justement parlant de cette souffrance économique-là, elle aimerait savoir en fait, est-ce que ce serait possible, par exemple, de proposer, au lieu d'être dans des zones confinées pour regarder, par exemple, un film ou faire un concert, est-ce que ce serait possible, par exemple, de le faire dans des endroits beaucoup plus ouverts, genre un grand parking à l'air libre? Les gens, en fait, voilà, pourraient avoir de la distanciation, consommer, en fait, qu'on puisse, comment dire, respecter les mesures de sécurité, etc. Est-ce que tu penses que c'est des modèles qu'on peut développer ici? J'ai vu Mais un festival, d'ailleurs, en Angleterre, c'était marrant, c'était vraiment pendant les pics, en fait, de la maladie. Et bon, ils ont pris un stade et ils ont fait des carrés, des petits carrés comment dire, je ne sais pas moi, 5 mètres carrés, et les gens qui viennent ensemble restent ensemble et il y a des barrières qui les délimitent. Donc, c'est une énorme logistique, mais oui, je me il rappelle faut que s'adapter en fait. voilà, l'organisateur de ce festival disait, mais non, ça fait 50 ans qu'on organise ça, que nous, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on meurt, enfin, on continue Ça à se le fait. faire. C'est Et génial, ça. c'est comme ça qu'ils ont fait et les autres ont suivi en fait en ligne. Donc, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est des choses on a les moyens aujourd'hui de déployer aujourd'hui au Sénégal? Mais écoute, déjà, je pense que niveau logistique, sono, comment ça s'appelle, écran géant, etc., on a vraiment ce qu'il faut. On loue même à des pays de la sous-région. Donc, après, il suffit juste d'un peu d'imagination et aussi de lieu. Parce que vouloir faire un concert, c'est une chose, mais est-ce qu'on a ces stades praticables là, des choses de ce genre? Ça va être juste les petites difficultés. Mais pour moi, un de mes slogans, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Oui. Quand on tourne un problème dans tous les sens, ce que tu me dis là, au sujet de cet événement, c'est juste génial parce que la vie ne doit pas s'arrêter. En fait. Oui. Les problèmes sont faits pour être surmontés, les difficultés sont faites pour être surmontées, pour trouver des choses plus géniales, en fait, à proposer. C'est ça, pour être innovant, pour être créatif. Je pense que, par exemple, on a des espaces, par exemple, je pense à l'Arena, Dakar Arena, en fait, qui est là. Bon, peut-être pas la partie couverte, mais il y a la partie ouverte dehors où il y a un énorme parking. Donc, on pourrait trouver des endroits comme ça où faire des choses, continuer en tout cas à faire vivre l'activité culturelle parce que tout simplement, comme tu disais, il ne faut pas augmenter la précarité des personnes qui comptent sur cette industrie pour vivre. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, je me disais aussi que certainement dans votre façon de travailler, parce que là, on voit en fait des manières créatives, de changer des modèles, d'événements, de concepts, etc. Est-ce qu'au quotidien, en fait, le fait qu'on ait un peu forcé les gens à télétravailler, ça a été quelque chose de facile dans votre industrie? Bon, pour un tournage, en tout cas, en ce qui concerne les tournages, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Il faut la présence physique des acteurs. Donc, c'est comme tu dis, soit on se dit on le fait pas, ou on se dit Inch'Allah. Ouais, il y a que ces deux solutions-là. J'ai joué une séquence dans la série Dérapage. Et ça, il y a eu un moment où j'étais vraiment traumatisée, mais absolument, j'avais mon spray d'alcool, il ne fallait pas m'approcher. Je sprayais, même quand les gens parlaient, c'était horrible. Et donc, il fallait absolument... C'était ta période, on l'a tout eu, hein? Ouh là là, c'était parce qu'un truc, tu comprends pas, on voit les gens. Moi, j'ai connu plein de proches qui l'ont eu.
Donc, j'ai pu me rendre compte mais que ça rigole pas, en fait. Donc, mon traumatisme était quand même à un pic. Mais bon, pour revenir par exemple à ce tournage-là, ce qui avait été décidé, ce qui a été fait, c'est que tous les techniciens, tout le monde sur le plateau avait son masque. Et donc, il n'y avait que les acteurs qui restaient, parce que bien évidemment, on ne peut pas jouer avec des masques. Et donc, on s'est dit, Inch'Allah, je suppose que tu n'as pas le corona, je suppose que je ne l'ai pas. Et voilà, quoi. Mais avant, bon, quand même, on essaie de voir si tu te sens pas bien, est-ce que, voilà, regarde un peu, etc. Mais bon, c'est un peu une loterie. Mais concernant les tournages, je pense que c'est non, à moins que, je sais pas, j'aimerais qu'on me dise de quelle façon, sauf si c'est peut-être des tournages sur fond vert, là. Et ça demande aussi d'autres techniques. En tout cas, toute l'équipe est confinée pendant 3 mois. Personne ne rentre, personne ne sort. Tu vois. Mais ça aussi, tu vois, par exemple, ça, c'est des choses, ça pose aussi une problématique. On a, par exemple, comment dire, les studios de tournage, par exemple. On n'en a pas. Voilà, on n'en a pas. Tu as allé au Nigeria, ils ont des studios. Tu as des hectares. En fait, c'est des quartiers virtuels, en fait, qui sont là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc, eux, ils pourraient faire ça, mais nous, on ne peut pas. Je veux dire, on passe le temps à se promener de décor en décor. On tourne maison telle ici, on tourne bureau tel là-bas. Donc, déjà, cette logistique-là, elle est assez compliquée à gérer au quotidien. Donc, c'est juste pas possible. Non, c'est extrêmement compliqué. Mais après, tu vois, en fait, moi, je pense que les crises comme celle-ci, en fait, ont le pouvoir de montrer les failles des systèmes. Parce que, par exemple, ça, on voit clairement, par exemple, il y a des sitcoms qui sont simples, en fait, qui se tournent toujours dans le même décor. C'est, voilà, une maison, voilà, t'as 3 décors, la chambre, le salon, le machin. Et ça, en fait, si on avait des studios de tournage qui étaient adaptés à ça, ce serait possible, en fait. Mais en fait, j'ai entendu parler de projets de construction de studios. Il y en a qui sont quand même assez avancés. On va juste prier que ça se concrétise. Après, studio, carrément, sur la série C'est la vie, la saison 2, on avait créé quand même des décors. On a créé beaucoup de décors. Par exemple, le centre de santé, un petit secret, il est totalement en contreplaqué. C'est pas du tout, c'est pas du tout un hôpital. Dès qu'on s'appuie sur les murs, on tombe. Donc ça a été déjà voilà, un premier pas de fait, mais je pense que plus on se rend compte que c'est une industrie, que ça peut rouler, que ça peut employer beaucoup, les gens mettent les moyens, quoi. Et je crois qu'on va forcément vers les studios. C'est pas possible de toute façon, autrement. Ouais, non, c'est pas possible autrement. Je fais une petite pause pour prendre une question qu'on a sur Facebook. Alors, c'est Fali qui dit, puisqu'on parle en fait de culture et de digital, elle dit qu'elle remarque dans certaines séries une réalité différente de notre quotidien en tant que pays pauvre. En fait, que cette réalité qui est montrée avec beaucoup de luxe, on montre les belles marques, des choses comme ça. Est-ce que, en fait, le fait de mettre en avant ce luxe dans les séries ne pourrait pas amener les adolescents à vouloir se hisser vers des aventures plutôt néfastes? Alors, est-ce que ça peut avoir un impact sur la vraie, en fait, sur comment dire, la perception que les jeunes peuvent avoir, en fait, de la réalité, ce qu'on montre, en tout cas, sur les séries? Alors, moi, de mon point de vue déjà de réalisatrice, d'artiste, ma position, c'est que l'œuvre d'art, elle est totalement libre. D'accord? Le cinéma, peut-être parce qu'on a eu l'habitude en tant que Sénégalais d'avoir du cinéma social, un peu comme ce que faisaient les Daara Kocc et tout ça, où c'était des téléfilms totalement engagés, sociaux, etc. Mais il y a tout dans le cinéma. Il y a vraiment de tout dans le cinéma et un réalisateur, un scénariste, c'est comme un peintre en fait. On peut dire la couleur jaune ne me plaît pas, le mauve ne me plaît pas, etc. Mais il a totalement le droit de peindre son tableau avec ses propres couleurs.
Concernant la question des adolescents, après, c'est très relatif. Hein. Les réalités sont très différentes. Chacun vit sa réalité. La réalité que quelqu'un peut vivre à Dakar Plateau ou même à Dakar Plateau, il peut y avoir deux réalités différentes. Il y a le palais de la République d'un côté, il y a des bidonvilles carrément, de l'autre à moins de 2 kilomètres. Donc, chacun est légitime dans sa réalité. Donc, ça, c'est d'un. Concernant les adolescents, moi, j'ai juste une anecdote à raconter. Les séries télé, etc., moi, j'ai commencé à les regarder réellement quand j'étais à la fac. Ça ne me traversait même pas l'esprit de regarder la télé. Ok, ça faisait même pas partie de regarder en tout cas les séries, j'en entendais parler comme ça dans le vague, mais pour nous, c'était des dessins animés, à la limite des vacances, Oscar des vacances. Regardez Santa Barbara, Dallas à travers la serrure de la porte. Mais voilà quoi. Donc aussi, l'éducation, on ne peut pas compter sur la télé, sur les médias pour éduquer des gens. Ça, il faut que les gens sachent que l'éducation, il y a des questions qui sont personnelles et que l'éducation est une question personnelle, est un choix personnel. Donc, la télé, elle est là, la télé, les médias, whatever, elles sont juste là en termes de propositions. Après, on a le choix. Même sur les téléphones, on est bien obligé maintenant. C'est aussi une réalité. Il y a des écoles où il n'y a pas assez de table banc pour les enfants, comme il y a des écoles où les enfants travaillent avec la tablette, travaillent avec l'ordinateur. Et il y a ce qu'on appelle des codes parentaux et tout ça. Donc, c'est pour dire que chacun est conscient qu'il y a des choses qu'on doit limiter. Donc, il faut bien choisir quand on est parent. En tout cas, il faut vraiment se consacrer, réfléchir à ce qu'on a envie de transmettre à son enfant, à ce qu'on a envie qu'il regarde. Pour ma part, personnellement, je pense que ce qu'on doit mettre dans les mains d'un enfant, c'est un livre. Ce qu'on doit mettre dans ses mains, c'est un ballon, c'est des jouets, c'est discuter avec lui, c'est se promener avec lui, c'est faire des activités, c'est lui demander comment se passe sa journée, c'est voilà. Parler, vraiment privilégier l'interaction. Mais on ne peut pas, des bébés, donner un téléphone portable à un enfant, bien sûr qu'ils sont intéressés. Bien sûr, même nous, adultes, ça nous captive, à plus forte raison un enfant. Et après, vouloir que ceux qui proposent le contenu s'adaptent à nous. Il y a des contenus pour enfants, et même parmi ces contenus pour enfants, il faut d'abord un filtre adulte pour savoir est-ce que c'est adapté à nos réalités ou pas. Et quand on voit que quelque chose ne correspond pas à ce qu'on voudrait voir comme valeur transmise à son enfant, il faut s'opposer. On n'est pas obligé de donner à des adolescents des téléphones portables. Si on a juste besoin de savoir où ils sont, de les localiser, on peut très bien leur donner des téléphones qui ne sont pas des smartphones, par exemple. Mais il ne faut jamais compter sur quelqu'un d'autre pour éduquer ses enfants. Tout à fait. C'est pas possible. Tout à fait. Et c'est vrai qu'en fait, on a un vrai problème de société sur cette question. Et il y a eu beaucoup de débats, notamment sur les réseaux sociaux par rapport à cela. Donc, on rappelle en fait effectivement qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux en fait qui ont des âges en fait minimales en fait. Voilà. Facebook, normalement, c'est 13 ans, etc. On le voit maintenant tout le temps, en fait, des mamans que le babysitter, en fait, c'est le téléphone. On donne le téléphone à l'enfant. On ne s'occupe pas de ce que l'enfant regarde. Et effectivement, si l'enfant tombe sur du contenu qui n'est pas fait pour lui, en fait, c'est un problème. Même en tant qu'adulte, hein, je veux dire, même en tant qu'adulte, on peut être sur le net, surfer et à un moment donné, en fait, se retrouver sur un site malveillant sur lequel on n'a absolument pas envie d'être, mais on a la répartie qu'il faut pour se dire, OK, je ne reste pas sur ce site, je sors. Donc, c'est ça. L'enfant n'a pas. Ce que l'enfant ne peut pas. De regarder, moi, c'est une des choses que j'apprécie beaucoup, notamment, par exemple, sur Netflix. Voilà, on a un feed pour les tout petits. Après, si on a un adolescent aussi, on peut voir, en fait, son historique, on peut voir ça. Après, il ne s'agit pas de mettre les enfants devant des contenus qui ne sont pas faits pour eux et puis après de se plaindre qu'ils consomment des choses qu'on n'aimerait pas qu'ils consomment. Mais comme tu disais, en fait, il y a une liberté de création qui est là et qu'il faut respecter pour tout. Des fois, on entend un album qui sort, on dit « Ah, j'aime pas ça ». On a le droit aussi de dire « J'aime pas tel ou tel chanteur ». On a le droit, en fait. Et c'est ça, en fait.
cette diversité, en tout cas, de la proposition artistique, c'est ça qui fait l'intérêt de ce secteur-là, de pouvoir avoir pour tous les goûts. Et donc, c'était pour répondre à comment dire, Fali, qui nous suit sur Facebook. J'espère que... Merci, Fali. Merci, j'espère que la réponse a été, en tout cas, satisfaisante. Et donc, tout à l'heure, on parlait justement de télétravail, que, bon, voilà, dans le secteur de la culture, c'est une utopie, quoi. Faut arrêter. Dans certains secteurs, en tout cas. Ouais, dans certains secteurs. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu es optimiste, en tout cas, sur la reprise de manière générale, aussi bien dans le cinéma, dans les spectacles? Est-ce que tu es optimiste? Moi, je suis une éternelle optimiste. Ça, c'est clair. Donc, c'est même peut-être pour ça que je me projetais. Toi, tu disais septembre, et moi, je me disais au pire des pires cas, août, c'est fini, quoi. Et plus ça avance, je me dis, bon, ça va aller. Avant de me rendre compte que beaucoup de mois sont passés. Mais je crois qu'il y a quand même, la faculté de l'être humain à s'adapter. Pour ce qui est de toutes ces questions de spectacle, d'art vivant et tout, je pense que ce n'est pas que les artistes, il y a aussi les autorités qui sont habilitées à donner les autorisations nécessaires. Donc ça, je pense qu'il va falloir penser quand même. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre, on voit les inondations. Donc, si des fonds étaient prévus pour donner à des gens dont le secteur est sinistré et que là, c'est des vraies urgences de vie ou de mort, c'est clair que ces fonds-là, donc on ne sait pas, on ne peut pas se baser sur des subventions. Et d'un autre côté, vu que je ne suis pas que dans le cinéma, du point de vue événementiel, j'ai eu à organiser de tout petits événements, en fait. Des événements en tout petit comité et me rendre compte que ce n'est pas plus mal, en fait. C'est pas plus mal. Non, au lieu d'être 1000, être 100, c'est très bien. C'est très bien. Et puis, de faire vivre aux autres ces moments-là. Donc, de petits événements où on met vraiment le paquet sur, comment on va dire, le visuel, la déco, etc. Et puis, faire de superbes vidéos, de superbes photos qui sont partagées, qui suscitent de l'engouement. Et ça aussi, c'est une façon je pense que ça peut être une bonne façon de faire. Donc, mais après, moi, on va dire la réflexion que tout ceci me donne vraiment, c'est qu'il faut toujours essayer, quoi qu'il arrive, d'avoir une autre source de revenus, une autre activité, une autre compétence. Oui. Parce qu'on ne sait jamais, quoi. Et j'espère que ça a été l'occasion pour certains de se mettre à faire des cours à distance. Il y a plein de choses qui sont possibles à distance, perfectionner son anglais, voir un domaine qu'on ne maîtrisait pas. J'ai vu des pâtissières qui sont nées, j'ai une amie qui fait maintenant du pain, alors que c'est quelqu'un qui restait jamais dans sa cuisine, tout ce qu'elle pouvait en sortir, c'était un verre d'eau. Donc voilà, quoi. Ça a été aussi une occasion de se recentrer sur soi-même et de se bonifier. Donc voilà, quoi. Non, en fait, c'est le maître mot je pense, de cette résilience en fait qu'on a actuellement avec cette crise. C'est le fait qu'on sache qu'il faut se réinventer. On n'a pas le choix, en fait. Des restaurateurs qui sont devenus agriculteurs, voilà, comme tu disais, des personnes qui n'étaient jamais entrées dans leur cuisine et maintenant qui font traiteurs, etc. Et comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont senti, en fait, de manière très vitale, en fait, d'avoir de l'autonomie financière et d'avoir, en fait, des activités qui leur permettent, indépendamment de la crise, de pouvoir générer des revenus. Et oui, et donc ça, je pense que c'est le moment, en fait. C'est le moment parce qu'actuellement, tout est possible. Comme on dit, en fait, quelle que soit la décision que tu prennes, en fait, tu dis, c'est la faute au Covid. C'est à cause du Covid que je fais ça. C'est à cause du Covid que je plaque tout, que je recommence à faire. En fait, voilà. Tout le monde comprendra et surtout dans nos sociétés qui peuvent être un peu rigides par rapport au changement, etc.
Oui, voilà, c'est le moment d'oser, en fait, voilà. Personne ne vous dira rien. Personne ne vous dira rien, parce que là, franchement, comme disait l'autre, wallahi billahi, franchement, le Covid est passé par là. Il faut Non, laisser et les puis gens on sort tranquilles. masqué, donc on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Il n'y a pas que des mauvais côtés, hein. Non, non, c'est clair. Et on a vu, j'avais fait une série de lives au début de la crise avec des entrepreneurs et beaucoup, en fait, ont pu donner vie à des projets qu'ils avaient mis, en fait, de côté et trouvé qu'ils n'avaient pas le temps. Et il se trouve que ces projets étaient extrêmement pertinents et intéressants, que même ça a réussi à sauver certaines d'entre elles, ça a réussi à les sauver. On parlait du digital, beaucoup de gens qui ne faisaient pas, en fait, qui ne proposaient pas en fait leurs produits et leurs services en ligne, ont dû trouver un moyen de rester en contact avec leurs J'ai clients. vu ça. Les salons Oui, de coiffure, ceux qui font des soins, qui proposaient des sessions de formation sur comment s'occuper de ses cheveux. Il y a eu plein de choses, hein. il y Et je a eu crois plein que de... l'un des secteurs qui a explosé, c'est la livraison. Ah bah oui, ah bah oui. La livraison aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas se déplacer, donc il faut que Oui. les produits et les services viennent à nous, donc c'est clair. Et aussi, tout ce qui est, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer autour des applications en fait qui améliorent en fait le quotidien. Tu parlais de salon de coiffure, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment qu'on puisse travailler sur des plateformes qui permettent de prendre des rendez-vous, d'acheter des produits de beauté, enfin pour les cheveux, etc. Mais quelque chose de... Moi, j'aime la facilité et la simplicité. J'aime vraiment que Ben mon oui, téléphone, là, je comme tout puisse le prendre monde, mon hein. téléphone et que je regarde n'importe quel salon de coiffure, que je n'ai pas besoin d'appeler, je puisse voir l'agenda du salon de coiffure, je vois quelle est la disponibilité tel jour, telle heure. OK, ici c'est bon, ici c'est pas bon, c'est géolocalisé, machin. Franchement, enfin, il y a beaucoup de choses, alors que là, bon, on est là, on appelle, oui, est-ce qu'il y a place, machin, etc. Bon, c'est Non, un peu mais oui, hein. voilà, donc c'est le moment en fait, c'est le moment de penser en fait à ces grosses, en tout cas, révolutions digitales parce que on a la chance quand même d'avoir des capacités. L'Africain en fait est extrêmement, comment on dit, kharagne. Kharagne, comment Oui, on dit ça en français? Je ne sais même plus. Mais c'est pas je pense que performant, c'est c'est l'instinct de survie. créatif, Ouais, voilà, créatif. même plus, un Voilà. peu plus que créatif, mais bon, elle, C'est ça. Donc, on passe notre temps à résoudre des problèmes parce qu'on vit dans oui. des problèmes, en fait, au quotidien. Et C'est ça. donc, voilà, ça crée chez nous, en fait, une créativité qui est vraiment, qu'il faut exploiter, en fait. Et il faut oser aller jusqu'au bout. Et ça va être une de mes dernières questions. Si Oui. tu pouvais oser l'impossible, tu ferais quoi? Tu ferais quoi demain, après-demain, si tu pouvais oser l'impossible? Mais vraiment l'impossible, hein? Je ne parle pas des trucs qu'en fait, il faut passer 10 coups de fil pour que ça se règle. Je parle vraiment de l'impossible. Ce serait quoi? Ah ben, écoute, je ferai un événement qui se ferait en même temps sur beaucoup de pays africains. Ça, c'est Ah, mon OK. rêve. Ouais. Disponible sur beaucoup de pays africains. Oui. De quel style? Un événement quoi? Un événement culturel donc qui intéresserait, qui serait genre itinérant, tu vois. Oui. Abidjan, Bamako, Burkina, Congo, voilà, ce genre Ah, de choses. J'aime bien quand les cultures sont mixées et je crois qu'il en sort toujours le meilleur, en fait. ah oui, non, mais là, on attend. Moi, 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 j'ai envie de te dire que c'est pas du impossible à 100%. C'est du impossible, allez, à 50%. Yes. C'est jouable. C'est compliqué, c'est jouable, n'est-ce C'est pas? compliqué, mais c'est possible. C'est possible. Alors, j'ai une autre intervention sur Facebook. Partout, nous attendons de vous et des collègues réalisatrices des thèmes lors de vos séries portant sur les superwomen pour motiver les femmes et montrer qu'elles peuvent être de vraies actrices de développement. Mais ça, je pense qu'en ce moment, actuellement, on est servi. Hein, la femme forte, elle est vraiment montrée, en fait. Je pense que Quand peut-être même. répondre à cette question, à cette suggestion. Bah, j'aurais deux réponses. Je dirais que bah, de belles surprises vous attendent. Waouh. J'ai la réponse, c'est-à-dire je pourrais citer un exemple.
la réalisatrice d'une des séries où j'ai joué, qui Jigen. Donc, c'est réalisé par une femme qui s'appelle Fatim Soussé, qui n'est pas du tout réalisatrice, qui n'a jamais fait de cinéma ni rien. Et de ce qu'elle me dit, elle passait son temps à se plaindre des séries, de la représentation de la femme, etc. Et à chaque fois, son entourage lui dit, il faut le faire. Et une fois, elle les a pris au mot. Et elle a créé cette série avec des femmes qui lui ressemblent, des femmes dont le quotidien ressemble au sien. Et je pense que quand on n'est pas d'accord, on propose. On vous arrive avec de belles surprises, mais j'aimerais aussi que quelqu'un, un spectateur ou whatever, mette en place ce dont il rêve. Parce que les autres ne vont jamais réaliser vos rêves. Quand on a un rêve, on se lève et on réalise. Non, mais c'est extrêmement... Enfin, hier, j'étais invitée sur un live autour de la femme et de la culture avec ACC, le collectif ACC. Et effectivement, tout ce qu'elle dit, c'était des femmes fortes, en fait, de la culture. Ce qu'elle disait, c'est qu'en fait, on l'arrache, en fait. Le pouvoir, on l'arrache. La réussite, on l'arrache. Il ne faut pas attendre, en fait, qu'on vienne vous donner ça sur un plateau. Et donc, si on a... Rien ne se donne, c'est à force de travail. En tout cas, moi, je fais partie, et je pense que tu es pareil, je fais partie des gens qui croient au travail, en fait. Donc, c'est à force de travail. La facilité n'est jamais un chemin durable, en tout cas. Ça peut marcher pendant un moment, mais après, voilà, ça atteint ses limites très, très vite. Et donc, voilà, le travail, il n'y a rien qui paye mieux que ça et il faut en fait se dire, OK, j'ai envie de faire ça. Et souvent, quand on écoute en fait les discours des grandes dames, des grandes femmes et même des grands monsieur de ce monde, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils ont dit, moi, j'ai compris qu'à un moment donné, personne ne pouvait faire ça à ma place. Je me suis levée, je l'ai fait. Et puis, c'est tout. Voilà, j'ai donné vie à mon rêve. Donc ça, c'est vraiment important que les gens aussi se donnent les moyens de leur rêve et qu'ils aillent jusqu'au bout. Alors Fatou, on est arrivé à la fin de cet échange que, en tout cas, moi, j'ai trouvé extrêmement agréable. Comme d'habitude, voilà, en ta compagnie. Je vais te laisser peut-être dire quelques mots de conclusion avant qu'on finisse, mais il faudra que tu me dises en fait quel titre de Arafat tu aimerais que je te prépare pour clôturer. Comme ça, je prépare ça. Alors, Fatou, est-ce que tu es toujours là? Il y a toujours des gens qui appellent en live. Incroyable. En tout cas. Donc, je ne sais pas. Désolée. Allô? Oui. C'est bon, on t'entend? Oui, je dis désolée, il y a encore quelqu'un, quand j'ai prévenu sur Facebook, pardon, les appels après le live. On t'écoute. Tu disais, je n'ai pas entendu. Non, je disais, j'ai pas entendu ta dernière question. Je disais juste si tu avais un titre préféré de DJ Arafat que Allô? je peux faire ça pour la clôture. Ah, j'entends plus. Ah, tu m'entends là? Ah, un son de DJ Arafat. Moi, j'aime bien sa chanson qu'il a lancée. C'est moins dansant, mais j'aime beaucoup. Laquelle? Jonathan, la chanson qu'il a lancée au tout début. Oui, d'accord, ça marche. Ben, écoute, vas-y, on t'écoute pour ta conclusion, pour tes derniers mots. Écoutez, quoi dire de plus que merci. Franchement, ça a été un super moment, une belle semaine passée avec toi, avec Chemine Business, CEO Africa. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les lives. Vu que c'était vraiment orienté vers les femmes, moi, l'appel que je lancerai, c'est vraiment d'être beaucoup plus solidaire entre femmes. Vraiment, mais sincèrement, quoi. Ça commence par arrêter de partager, de regarder, de diffuser ou de trouver marrant des images où on voit des femmes dans un état dégradant.
Oui. Ça, c'est la première prise de conscience. Et essayer vraiment d'être solidaire entre nous, parce que c'est bien si une femme arrive à briller, mais c'est encore mieux si le groupe y arrive, quoi. Et ça rend le chemin, les choses faciles pour celles qui viennent après. Donc, moi, je terminerai vraiment par lancer un appel à la sincérité. Allô? Allô, je pense qu'il y a un souci avec le réseau de Fatou. Donc, je pense que Fatou voulait conclure sur ça, en fait, en nous disant, en lançant un appel aux femmes qu'elles soient un peu plus solidaires, qu'on soit plus dans la sororité et qu'on refuse en tout cas qu'on représente la femme d'une certaine manière et que aussi que les femmes ne participent pas à cela. Et donc, désolé, Fatou a dû avoir un souci de connexion. Donc, cette sororité est extrêmement importante. Fatou, tu es de retour? Je pense que ton micro est éteint. OK. C'est bon? Oui, c'est bon. Allô? C'est bon. On te retrouve. Donc, je te laisse finir. Tu parlais de la solidarité qu'on devait avoir entre femmes. Voilà, je disais que pour moi, c'est le moteur de notre réussite. Vraiment, quoi. Quand tu es femme, en tout cas, j'ai la chance, moi, d'être entourée au quotidien de femmes qui croient même plus fort que moi. Et ça facilite la vie à un point inimaginable. Donc, c'est déjà pour moi l'occasion de remercier toutes ces femmes de ma vie. Merci infiniment, merci d'être là. Merci de me soutenir. Je pense à Liliane, Nogaï, je ne veux pas citer Khadi, elles sont nombreuses. Et de la même façon, elles savent qu'elles peuvent compter sur moi. Et c'est une richesse inestimable. Donc, arrêtons de nous dénigrer pour de vrai et soyons vraiment beaucoup plus empathiques. Voilà. Soyons empathiques, soyons dans la lumière, dans la positivité. Voilà, donc j'aime beaucoup en fait ces derniers mots. Je ne vais rien rajouter de plus. Et en tout cas, moi, je vous invite à nous rejoindre, à rejoindre des femmes comme Fatou et plein d'autres femmes autour de ce programme Shemin's Business qui est là pour justement créer du lien et vous aider en tout cas à aller encore plus haut, à vous former, à vous donner les compétences, à vous inspirer des femmes fortes comme aujourd'hui Fatou qu'on avait comme invitée. Donc, je mettrai en tout cas en commentaire de ce live tous les liens utiles pour rejoindre la communauté Shemin's Business. Et je vous remercie vraiment toutes d'avoir été là au rendez-vous. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et à très bientôt. Au revoir Fatou. Merci beaucoup. Bye bye. Merci beaucoup. Attends, reste, je te mets ta musique là. Ah, Jonathan. J'attends. C'est bien ça. Tu bouges, hein? Attention, hein? Yangi Demde. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. À très bientôt. À très bientôt.